bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour notre deuxième volet de cycle de conférences sur l'intensification urbaine. Donc, la thématique de ce soir, le marché frein ou moteur à l'intensification urbaine. Nous aurons des intervenants donc à la fois en distanciel et en présentiel. Guillaume Charbel, maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise. Laetitia Tuquery, docteur en économie, enseignante-chercheur à l'ESPI Marseille et donc à l'ESPI de Zère. Puis David Minet, CEO et cofondateur de Ville Vivante. Et enfin Vincent Fouché, directeur prospective et conseil de développement de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et en discutant, Arnaud Bastide, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence. Je me permets une petite recontextualisation de ce cycle de conférences. Donc, la thématique de l'intensification, qui est une thématique avec des enjeux et qui est d'actualité. Et l'objectif est double. C'est à la fois un prisme scientifique, mais également institutionnel. C'est pourquoi nous sommes en partenariat et le laboratoire l'ESPI de Zère et la métropole Aix-Marseille-Provence. Et on va essayer, à travers ce cycle de conférences, de mettre en avant les problématiques territoriales contemporaines, eu égard donc à cette thématique de l'intensification. Donc, conférence numéro 2 sur les freins et moteurs de l'intensification. Et je vous laisse d'ores et déjà noter nos prochains rendez-vous le 17 octobre puis le 19 décembre pour les deux autres volets de notre cycle de conférences. Je laisse la parole à notre directeur de la recherche, directeur du laboratoire l'ESPI de Zère, M. Samuel Deprat. Bien, merci beaucoup Raphaël. Bonjour à tous, bonjour à tous. Évidemment, je suis très ravi d'être présent pour cette deuxième manifestation de ce cycle qui s'appelle une intensification urbaine, intensification en immobilier. On en parlera sur plusieurs aspects. Très simplement, je souhaitais aussi souligner à quel point ces initiatives sont satisfaisantes parce que l'ESPI est sans doute connue pour être l'école de référence en immobilier depuis plus de 50 ans, la plus ancienne dans son domaine. Elle est peut-être moins connue pour son activité de recherche, qui est en l'occurrence relativement nouvelle, puisque notre laboratoire a été créé en 2017 maintenant. Et ce laboratoire est très rapidement, puisqu'il est maintenant composé d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs. Néanmoins, il a une originalité assez importante que je tiens à souligner par rapport à d'autres institutions de recherche avec lesquelles on est partenaire, c'est qu'on peut prétendre sans grande volonté de se vanter que nous sommes le seul laboratoire à traiter exclusivement de l'immobilier et de manière transdisciplinaire. Beaucoup de collègues qui travaillent en droit immobilier, en économie immobilière, certes, ou alors dans l'immobilier est l'un des champs d'action parmi tant d'autres. Nous, c'est vraiment notre focale. Alors pourquoi ça? Parce qu'évidemment, l'ambition, c'est d'apporter des connaissances et de mettre en critique des contextes qui sont aujourd'hui ceux de l'immobilier. Dieu sait s'il y en a beaucoup, contextes souvent de crise, des contextes de questionnement dans les métiers. Donc, à ce titre, notre laboratoire souhaite jouer son rôle dans un débat public qui est, je pense, d'importance prioritaire en ce moment. Alors, l'immobilier, il faut être bien clair, on l'entend au sens large. On pourrait réduire ça aux seules activités du cœur de métier, c'est la transaction, la gestion ou éventuellement l'expertise des biens immobiliers. Non, pour nous, et je cite ici le rapport HCERES, notre rapport d'évaluation qui est soumis aux instances d'évaluation nationale 2024, nous envisageons l'immobilier comme un secteur qui va du bâtiment à l'îlot et à la ville, voire à une approche régionale, une question de l'habité, ce qui nous permet évidemment d'embrasser toutes les échelles et également tous les métiers de l'immobilier et de la fabrique de l'urbain, de l'amont à l'aval, du besoin habitant jusqu'à la rénovation et à la patrimonialisation du bien immobilier. C'est très important parce que ça nous permet évidemment d'envisager des coopérations très fructueuses avec de multiples entités de recherche et partenaires, soit publics ou privés. Donc en ce sens, et pour finir, le cycle d'aujourd'hui, intensification urbaine, fait pleinement sens. D'abord parce qu'il nous permet d'avoir le plaisir de travailler avec la métropole Aix-Marseille et donc les partenaires territoriaux de l'ESPI.
Et puis aussi, bien sûr, avec des acteurs publics et privés. Nous avons plusieurs autour de la table, plusieurs pour des différents cycles. Il faut bien rappeler, bien sûr, quand on parle d'immobilier, 80% de l'immobilier est porté par les acteurs privés, dont l'habitant en tant que producteur lui-même de certaines formes urbaines. On en parlera, je pense, quand on parlera de densification douce. Donc tout ça pour souligner aussi la pertinence du terme. Je me souviens d'une journée d'études qu'on a tenue en 2020 qui portait déjà à l'époque sur la question de la densification. Mais évidemment, lorsque j'ai entendu intensification urbaine, j'ai beaucoup apprécié puisque le saut de langage n'est pas qu'un saut de langage, il y a un saut conceptuel absolument essentiel. Autant, on l'a dit dans la première conférence, le terme de densité a des connotations qui peuvent encore créer des freins à l'innovation. Autant l'intensification apporte quelque chose de plus. Je suis persuadé de la richesse heuristique de ce concept et j'espère qu'aujourd'hui, évidemment, on va pouvoir continuer à travailler dans ce sens parce que le contexte dans lequel on s'inscrit n'est pas qu'une conjoncture, hein, c'est un nouveau paradigme. Il faut repenser l'immobilier. Les ruptures environnementales, énergétiques, matériaux ne sont pas là pour quelque temps. C'est le nouveau contexte dans lequel on doit évoluer. Tous les moyens sont à mettre sur la table et évidemment, ce thème de l'intensification est peut-être au cœur du sujet. Donc, merci beaucoup pour vos interventions et puis au plaisir de débattre dans les instants qui vont suivre. J'avais des obligations qui m'ont retenu à Paris, malheureusement. Donc, je vous ai présenté, donc, on m'a demandé de vous faire un petit topo du lien que pouvaient avoir les recherches en économie urbaine sur le thème de l'intensification ou la densification. Et donc, du coup, je vous ai préparé cette petite présentation synthétique qui part d'une partie de mes travaux, qui s'inspire aussi de travaux de collègues économistes sur le rôle du foncier sur le marché du logement, avec une focale sur les enjeux liés à la réglementation urbaine et ce qu'elle implique pour une densification à venir, en particulier dans le contexte qui nous occupe en France en particulier, avec l'objectif zéro artificialisation nette qui doit justement mettre une pression sur les marchés immobiliers internes aux grandes métropoles. Alors, donc, avant de commencer de vous parler d'intensification urbaine, je voudrais revenir sur la simple définition de qu'est-ce qu'un logement. Parce qu'en fait, c'est assez essentiel pour comprendre le reste du propos et les enjeux même que pose, pourquoi est-ce qu'il, de nos jours, il est important de se focaliser sur l'intensification urbaine et quels sont les enjeux liés à la réussite de cette intensification urbaine. Donc, un logement, qu'est-ce que c'est? Je suis dans une école sur l'immobilier, donc je ne vous apprendrai rien. C'est un bâtiment, une structure qui est composée de matériaux et qui est construit surtout sur une parcelle foncière qui est associée à une localisation. Et en fait, il est possible d'estimer statistiquement la valeur d'un logement. En économie, on fait tous les jours, de savoir quelle est la valeur d'un logement. Et pour ce faire, on va se baser sur ces différentes composantes. Et en particulier, on va pouvoir essayer de définir son logement et la valeur d'un logement par ces deux composantes principales, c'est-à-dire sa structure et sa localisation. Par sa structure, on peut comprendre la taille, le nombre de pièces, les matériaux avec lesquels il a été construit, l'année de construction, est-ce que c'est du haussmannien ou pas, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, quel est l'étage, la vue, le mode de chauffage, l'efficacité énergétique, est-ce qu'il y a un balcon, un garage, etc. Et puis la localisation, ça va être associé à vraiment où est-ce qu'est localisé ce logement, en particulier s'il y a des aménités qui sont associées, comme l'accès de bonnes écoles, à des infrastructures de transport, ou voilà, et tout un tas d'autres facteurs. Et en fait, on dispose à l'heure actuelle d'énormément de données, et ce qui nous permet finalement de réaliser cette décomposition. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où on prend les loyers en France. On a des données de loyers. On peut faire exactement la même chose avec des données de prix de vente. Donc, en fait, si on fait un modèle où on inclut uniquement les caractéristiques comme du logement, comme la surface et son nombre de pièces, et est-ce que c'est une maison et un appartement, en fait, on va être capable d'expliquer 30% de la valeur d'un logement. Si on essaie de pousser et de raffiner le modèle avec des choses sur la structure, en incluant est-ce qu'il y a un balcon, est-ce qu'il y a un jardin, quelle est l'efficacité énergétique du bâtiment, on va grosso modo arriver à 37%. Par contre, si on commence à aussi inclure dans le modèle
où est-ce qu'est localisé ce logement. D'abord, si on prend en compte juste le département où est localisé ce logement, on passe de 37% d'explication à 67% d'explication. Si on contrôle pour la commune où est localisé le logement, on arrive à expliquer 74% de la valeur d'un logement ou d'un loyer. Et puis si on arrive à prendre en compte le quartier, alors là, on arrive à 80% de la valeur d'un loyer. Donc, qu'est-ce qu'on trouve de ces chiffres? Donc, si on contrôle pour la structure, on explique 30 à 35% de la valeur du logement. Et puis si on prend en compte sa localisation, on arrive à 80%. C'est-à-dire qu'en fait, entre 40 et 50% de la valeur explicable, objectivable d'un logement s'explique par sa localisation. Donc un logement, c'est aussi en grande partie, parce que c'est très important de voir ce qu'il compose, la qualité, etc., mais c'est aussi en très grande partie, quasi majorité, la localisation. Et la localisation, donc, est une composante fondamentale de la valeur d'un logement. Et en fait, savoir ce qui fait la localisation d'un logement, pour ça, il est peut-être important de remettre le logement et sa parcelle foncière, l'endroit qu'il occupe, dans une théorie plus globale, de le replacer dans son environnement global qui est la ville. Et pour ça, en fait, on a des théories économiques qui nous permettent en fait d'essayer d'expliquer pourquoi la ville est chère au centre et la ville est moins, enfin, un appartement sera moins cher en périphérie. En fait, on a ce qu'on appelle le modèle initial, c'était le séminal de l'économie urbaine, c'est ce qu'on appelle le modèle monocentrique, qui montre qu'en fait, la valeur d'un logement, il y a un lien étroit entre le coût de transport et le coût du logement. Donc, qui nous permet aussi d'explorer le lien entre la taille d'une agglomération et le coût du logement dans cette agglomération, et puis aussi d'explorer le lien entre la croissance urbaine, la réglementation et le coût du logement. Tous ces ingrédients, en fait, vont permettre de comprendre quels sont les enjeux de la densification à l'heure du ZAN. Donc, dans ce modèle, on va faire l'hypothèse que la plupart des emplois sont concentrés au centre-ville et que les travailleurs doivent aller travailler vers leur centre-ville. Et donc, du coup, la différence fondamentale qui va distinguer un logement qui est situé en centre-ville d'un logement qui est situé dans sa périphérie, ça va être que le travailleur doit passer beaucoup de temps dans les transports s'il est en périphérie. Donc, du coup, il va avoir un coût de transport élevé alors qu'il va faire des économies de transport dans le centre-ville. Et donc, ça nous permet en fait de décomposer le loyer en ville, un loyer ou un prix entre trois composantes. Vous allez avoir une partie du loyer qui va être liée à la rente agricole, c'est-à-dire que c'est juste le coût d'occuper de la terre, peu importe où on doit l'occuper. C'est-à-dire que pour justifier l'occupation d'une parcelle de terre, sa transformation en logement, il faut qu'au moins la valeur de l'occupation de cette parcelle soit supérieure à ce que ça rapporterait si c'était sur du terrain agricole, si c'était mis en culture. Et aussi, ça doit compenser tout simplement le coût de construire ce logement. Il faut qu'au moins on accepte de payer au moins autant que la rente agricole et un coût annualisé de construction ou l'amortissement de la construction. Et après, en fait, dans l'espace, si on est au centre-ville, on va être prêt, là on voit en fait sur le centre, à payer beaucoup plus au centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'on va justement tout simplement économiser les coûts de transport. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un loyer élevé au centre et un loyer beaucoup plus faible en centre-ville, la différence entre les deux étant une rente de localisation liée aux économies de coûts de transport. Est-ce que ce modèle est réaliste ? En fait, il nous prédit tout simplement qu'il va y avoir une valeur décroissante en fonction de la distance au centre-ville. Et en fait, si on regarde par exemple les loyers de l'Île-de-France, on va les trouver extrêmement élevés au centre et beaucoup plus faibles en périphérie. Et en fait, finalement, on peut effectivement représenter la relation entre la distance au centre et le loyer quasiment par une ligne droite. C'est vrai à Paris, c'est vrai dans l'agglomération de Lyon, c'est vrai dans quasiment l'intégralité des agglomérations, sauf celle de Marseille où il y a deux centres. Donc du coup, c'est vrai si on s'éloigne d'Aix, puis c'est vrai si on s'éloigne de Marseille, mais en fait, si on regarde l'agglomération Aix-Marseille, en fait, comme il y a deux centres, ça va y avoir... en fait, va y avoir en fait, on n'arrive pas vraiment à définir le centre. Mais si on prend Aix, les communes autour d'Aix ou les communes autour de Marseille, on va retrouver la même relation. Et ce modèle, en fait, après, on peut jouer avec. Et il peut nous donner, en fait, quel va être le lien entre la taille des... Qu'est-ce qui se passe quand il y a une croissance urbaine ? Donc là, ce que je vous ai représenté ici, quand il y a une croissance urbaine, pour absorber plus de population, la ville, elle doit s'étendre sur sa périphérie.
Et donc les loyers au centre vont augmenter, et en fait, il va y avoir une translation, et il va y avoir un peu de terre agricole qui va être transformée, et en fait, on va avoir de l'étalement urbain pour pouvoir accueillir plus de personnes. Et c'est là qu'enfin la question de l'intensification urbaine va être intéressante. Il est possible en fait d'estimer ce modèle. Des économètres l'ont fait pour la France, pour estimer en fait quel est le lien entre la croissance de la ville et l'augmentation du coût du logement, en particulier au centre. Et ce qu'ils ont trouvé est extrêmement intéressant pour le sujet qui nous occupe. Ils trouvent qu'il y a une augmentation mécanique des coûts de l'immobilier avec la croissance de la ville. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que plus une ville est grosse, plus il est cher de s'y loger. Et ce qu'ils trouvent aussi, c'est, alors du coup, ils trouvent qu'une augmentation de 1% de la population, si on permet l'étalement urbain, c'est-à-dire si on autorise l'étalement en périphérie de la ville, alors ce sera associé à une augmentation de 0,1% du coût du logement sur l'ensemble de l'agglomération. Mais en fait, si vous interdisez l'étalement urbain, si l'étalement doit se faire en fait à espace consommé fixe, ce coût à long terme, il est double. Donc c'est-à-dire que du coup, les villes, le coût d'avoir une ville qui sont des moteurs économiques, où en fait vous allez avoir aussi des bénéfices à l'agglomération, puisque vous avez des salaires qui sont plus élevés, les villes sont le moteur de la croissance. Alors si vous empêchez la ville de s'accroître sur sa périphérie, alors si vous empêchez l'étalement urbain, alors les coûts associés à une croissance de la ville vont être beaucoup plus élevés. Donc du coup, vous avez aussi besoin d'avoir une croissance de la productivité qui soit plus élevée pour pouvoir compenser ces coûts, et donc une augmentation des salaires plus élevés pour pouvoir permettre un développement urbain et qui puisse être un moteur de croissance de la ville. Donc c'est un des risques, par exemple associés au ZAN, va être de freiner la croissance des villes, parce qu'en augmentant le coût du logement, en les rendant moins attractifs, et si vous freinez les croissances des villes, vous avez aussi la possibilité de freiner le développement économique. Alors ça, c'est une relation de long terme qui a été évaluée par les économètres, et c'est une relation qui est à l'horizon, on va dire, de 50 ou 60 ans. Mais on peut aussi se demander quel est l'impact de la croissance de la taille de la ville sur les prix de l'immobilier à plus court terme. En fait, et ça, dans une étude avec 2 co-auteurs, Jean-Benoît Héméhoud et Clara Wolf, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un afflux de population qui arrive dans une grande agglomération comme Paris ou Marseille? Si la population augmente de 1%, qu'est-ce qui va se passer? Et là, en fait, vous allez aussi avoir une augmentation des prix de l'immobilier, mais qui va être d'un facteur de 10. C'est-à-dire, si on prend une horizon de 10 ou 15 ans, en fait, si vous avez 1% de la population qui augmente, la croissance des prix, elle ne va pas être de 0,2%, mais elle va être de 2%. Donc, c'est x10 par rapport à ce qui a été estimé à long terme. Et pourquoi? Donc, ça, c'est les agglomérations françaises. Vous avez la croissance de population entre 2000 et 2018. Là, vous avez la croissance des prix. On voit qu'en fait, pour 20% de croissance, vous avez à peu près un doublement des prix de l'immobilier sur la période 2000-2018. Et en fait, comment on explique ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une beaucoup plus forte rigidité? C'est parce que la réactivité des promoteurs, la capacité des promoteurs à produire du logement pour absorber ce flux de population est plus ou moins forte. Vous allez voir, ici, ça va s'expliquer par ce qu'on appelle l'élasticité inverse de l'offre de logement, ou la réactivité des promoteurs. Donc, dans ce graphique, là, vous avez les villes qui sont très réactives, qui sont sur la gauche. Elles vont avoir une croissance beaucoup plus faible des prix de l'immobilier. Et les villes qui ont du mal à produire du logement, comme sur la droite, comme à Nice, à Marseille aussi, elles vont avoir une croissance beaucoup plus forte. Et en fait, qu'est-ce qui explique cette incapacité des promoteurs à absorber ces chocs de demande, ces surplus de population? Ce qu'on trouve dans notre étude, c'est que ça va être en grande partie la réglementation foncière qui rend cette offre inélastique, donc qui limite la capacité à produire davantage de logements pour absorber ces gens, et donc qui fait que vous allez avoir une augmentation davantage sur les prix plutôt que sur les quantités. Qu'est-ce que c'est que la réglementation foncière? C'est toutes les règles qui peuvent être incluses dans les PLU qui limitent la densification, donc l'intensification urbaine, comme les hauteurs maximales, les tailles minimum de l'eau, les coefficients d'emprise au sol, les coefficients d'occupation des sols. Vous avez aussi les règles qui empêchent de convertir des terrains agricoles ou des terrains en logement.
comme le zonage. Vous avez aussi des règles plus spécifiques, comme les lois littorales qui vous interdisent de construire à certains endroits, ou des contraintes architecturales, comme les monuments historiques. Et en fait, la conclusion principale de notre étude, c'est pourquoi est-ce que, en fait, quand on a cette très forte rigidité de court terme, on peut décomposer. Est-ce que c'est lié tout simplement à cet effet mécanique? Plus vous avez une ville qui est grosse, plus il est difficile pour elle d'absorber un surplus de population. Est-ce que c'est lié à la réglementation? Est-ce que c'est fait aussi simplement au fait que vous avez des villes côtières qui soient ou entourées de montagnes, où vous avez du foncier disponible plus ou moins facilement? Et en fait, ce qu'on trouve dans notre étude, donc là, ça va être les barres grises, en moyenne, vous avez 60 à 70% de cette inélasticité qui est due tout simplement aux réglementations foncières, et ce n'est pas lié aux contraintes naturelles ni lié à la taille initiale des villes. Donc du coup, c'est vraiment les réglementations foncières. Donc c'est taille minimum de l'eau, c'est hauteur maximale, c'est refus de permis de construire qui empêche cette intensification urbaine et qui empêche les villes d'absorber le surplus de population facilement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce modèle monocentrique et de notre étude pour interpréter les objectifs de zéro artificialisation nette qui nous occupent? Donc, vous savez qu'à l'horizon 2050, normalement, il n'y a plus de nouvelles parcelles qui doivent être urbanisées, ou elles doivent être systématiquement compensées par des renaturations dans une zone assez limitée. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un cas où la réglementation foncière va être encore plus forte, parce que la ville ne peut plus attendre à la marge. Donc, à long terme, les coûts d'agglomération vont être multipliés par 2. Mais en fait, si on prend la deuxième étude, c'est à court terme, ça veut dire qu'il va y avoir encore une offre beaucoup plus rigide, et donc la croissance des villes peut être fortement freinée, et donc ça peut aussi donc ralentir la croissance économique, puisque la plupart de la croissance économique se passe à l'intérieur des villes et nécessite un marché du logement et du travail urbain qui fonctionne bien. Donc dans le contexte du ZAN, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte du ZAN, si on veut arriver à ce que le ZAN ne freine pas le développement des villes, il va falloir identifier systématiquement quels sont les freins à la croissance urbaine, et donc en particulier à la capacité, puisqu'on empêche la ville de grandir sur sa marge, il va falloir permettre à la ville de grandir en hauteur. Et donc, il va falloir identifier systématiquement ces freins à l'identification. Et quels sont ces freins à la densification? On voit que pour 70 à 80% des freins et de l'inertie de l'offre, c'est lié à la réglementation foncière. Et pour ça, dans nos travaux actuels, on est en train de digitaliser systématiquement toutes les réglementations d'urbanisme pour identifier en fait quel est le potentiel constructif des parcelles et quels sont tous les freins, après, quels sont les freins réglementaires qui empêchent qu'on puisse construire davantage sur différentes parcelles, mais aussi quels sont les freins au cours du processus de décision, avec notamment l'étude systématique des refus de permis de construire et l'étude des recours contre les permis de construire, qui peuvent aussi venir freiner la capacité des promoteurs à augmenter la taille des villes et à produire davantage de logements. Pour le moment, on a des résultats partiels sur la France et on s'est focalisé sur l'Île-de-France. Donc, on a digitalisé tous les PLU en Île-de-France à l'heure actuelle. Et ce qu'on remarque, c'est que finalement, là, vous avez à gauche les coefficients d'emprise au sol actuels et les hauteurs maximales en France actuelle. En fait, plus c'est noir, plus c'est réglementé. Quand c'est noir et barré, c'est complètement réglementé, on ne peut rien faire. En fait, on voit qu'il finalement, il y a relativement peu de zones. Vous avez le nord de l'Île-de-France, le sud de l'Île-de-France, où il y a des zones où vous avez peu de réglementation, mais finalement, le reste de l'Île-de-France est extrêmement réglementé. Il est très difficile que ce soit d'occuper davantage de surface au sol. Vous avez un coefficient d'emprise au sol qui est extrêmement fort, qui est extrêmement restrictif, et vous avez des hauteurs maximales. Vous voyez qu'en fait, vous avez, à part la première, les arrondissements externes de Paris, où vous pouvez construire à plus de 30 mètres. Dans le reste de l'Île-de-France, vous ne pouvez pas construire au-delà de 16 à 30 mètres. Et donc, du coup, vous avez aussi des hauteurs maximales qui sont extrêmement fortes, qui va vous limiter très fortement la capacité à intensifier, à faire de la densification, à intensifier la ville. En parallèle, vous avez aussi des taux de refus de permis de construire dans les communes franciliennes. Et en fait, c'est vrai pour l'ensemble de la France, qui sont relativement élevés, puisque vous avez en moyenne jusqu'à de 15 à 20% des permis de construire qui sont refusés. Et vous avez des taux de refus aussi qui sont extrêmement forts à mesure
qu'on s'approche du centre et donc du cœur d'agglomération, là où vous avez des enjeux de densification. Donc vous avez aussi beaucoup plus de conflictualité dans le processus de permis de construire sur l'ensemble de l'Île-de-France, dans les zones qui normalement devraient être densifiées. Donc, face à ce constat, on voit qu'il y a énormément de freins. Quelles sont les solutions pour pouvoir en fait, réussir à densifier, pour pouvoir permettre à la ville de croître toujours au moins en hauteur si elle ne peut plus se croître sur la marge. Donc, vous avez eu des tentatives déjà qui ont été réalisées par l'État au cours des années 2000, et notamment avec la loi Allure de 2013. Vous avez la mesure phare qui a empêché la densification, qui sont les coefficients d'occupation du sol, qui sont justement des limites totales formelles de densité qui existaient dans de nombreuses municipalités et qui ont été supprimées unilatéralement et qui ne sont devenues inopposables au niveau national. Et donc, du coup, les communes ne pouvaient plus refuser de permis de construire sous prétexte qu'un permis de construire dépassait les coefficients d'occupation des sols maximaux réglementaires. Donc, on a étudié l'impact de cette suppression des coefficients d'occupation des sols en Île-de-France. Et en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, la suppression des coefficients des sols ne semble pas avoir été associée à une hausse de la densité dans les zones qui étaient concernées par ces COS, mais à une baisse de la densité dans ces zones réglementées. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que les communes ont temporairement refusé davantage de permis de construire, et puis elles ont ajusté leur PLU puisqu'il leur restait d'autres outils, notamment les coefficients d'emprise au sol et les hauteurs maximales que je vous ai présentés, pour en fait reproduire, voire même reproduire en créant davantage de contraintes, les coefficients d'occupation des sols préexistants. Donc du coup, on n'a pas réussi à imposer aux maires de densifier grâce à partir de cette suppression unilatérale des COS. Donc, pour conclure, dans le contexte du ZAN, la densification urbaine semble essentielle pour préserver la croissance urbaine en limitant l'augmentation du coût du logement. C'est-à-dire si on veut que le marché immobilier absorbe un surplus de population par la quantité et non en augmentant les coûts, et en particulier les coûts du foncier. Mais dans le contexte actuel, il existe de nombreux freins réglementaires à la densification. Et pour le moment, les politiques nationales qui ont visé à leur suppression, à leur limitation, à leur encadrement, ont échoué à promouvoir la densification urbaine. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce bref résumé vous aura intéressé. Merci pour votre présentation. Alors, peut-être prendre directement les questions suite à votre présentation, parce que vous avez une petite contrainte en termes de temps. C'est ça, oui, exactement. Voilà, donc on verra par la suite comment on s'organise pour le reste de la conférence. Mais voilà, je vous laisse réagir si vous avez des questions. Bien, merci. Alors, moi, je suis Arnaud Bassi, je suis président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence, donc c'est le syndicat qui regroupe les promoteurs. Alors, en fait, plusieurs remarques. Je pense que le ZAN, c'est pas, en mon sens, c'est pas le sujet. Notre métier, on développe des logements soit verticalement, soit horizontalement. Aujourd'hui, on se rend compte que la méthode de développer nos produits de façon horizontale n'a plus de sens parce qu'on consomme des terres. Et puis, si on parle spécifiquement de la métropole d'Aix-Marseille, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une dichotomie entre l'étalement urbain et la capacité à relier les collectivités et faire en sorte que les gens ne passent pas 2 heures ou 1 heure dans leur voiture, puisque souvent les centres de logement sont un peu éloignés des centres de travail. Nous, ce qu'on remarque chez nous, c'est que c'est pas parce qu'on est en centre urbain que c'est plus cher, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'on est urbain que l'immobilier est plus cher. Je parle sur le sujet du neuf. Mais en fait, le gros sujet est de dire le problème ne vient pas de la réglementation, le problème ne vient pas de l'État, le problème vient du citoyen. Aujourd'hui, le problème, c'est que les maires ils font ce que leurs électeurs, entre guillemets, un peu direct, leur demandent. Donc, en France, on a cette incapacité à accepter. En fait, c'est le syndrome du dernier ferme la porte. C'est-à-dire qu'on est très content de rentrer dans un logement avec toutes les commodités, c'est super.
on ne se pose pas vraiment la question du fait qu'on a ennuyé son voisin qui était derrière, qu'on a enlevé la vue ou qu'on a amené plus de trafic de voitures. Par contre, on trouve totalement intolérable qu'un immeuble, qu'une habitation vienne après. Donc le vrai sujet, il est là. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à trouver des moyens pédagogiques pour que les citoyens, dont nous tous on fait partie, acceptent cet acte de construire, on pourra mettre toute la réglementation qu'on veut, toutes les contraintes qu'on veut. On voit très bien que les contraintes au niveau du SRU et des. Alors, c'est pas le terme, c'est pas pénalité, je n'ai pas le bon terme, ça veut dire la même chose. En fait, c'est les maires, on met ça dans leur budget et c'est plus une contrainte. Donc, le vrai sujet, c'est que les citoyens acceptent de devoir construire des immeubles à côté d'eux. Et je pense que quand on acceptera ça, tout va un peu se débloquer, puisque ne serait-ce qu'au niveau de la réglementation aujourd'hui, on peut trouver un peu restrictif, et déjà au niveau de la réglementation qu'on a, on ne construit que 60 ou 65% de sa capacité. Donc déjà, si on respectait à 100% les règlements d'urbanisme actuels, déjà ça irait beaucoup mieux. Voilà sur le premier sujet. Alors, je vois, il y a une deuxième question aussi qui me demande, est-ce que l'élaboration des PLUI, modification à la situation sur certains territoires, du coup, je vais répondre des questions. Je suis d'accord, je suis d'accord sur le fait que, justement, oui, les problèmes de réglementation, les maires viennent on est dans une histoire de not in my backyard, quoi. Les maires reflètent les préférences des citoyens. En fait, ça, c'est tout à fait visible. Dans notre étude, pour justement mesurer la réglementation, l'étude première, on prend les refus de permis de construire, effectivement. Et ce qui nous remonte aussi du terrain, c'est que oui, en fait, quand on discute avec les promoteurs, en général, on leur demande, donc ils proposent des projets qui maximisent le potentiel des PLU. Et en fait, il y a les tâches sacrificielles pour pouvoir être acceptés. On leur demande de faire un étage en moins. Et en fait, c'est aussi ce qu'on voit dans les données. C'est-à-dire que du coup, nos mesures de réglementation, on voit les refus de permis de construire. On est en train de digitaliser les potentiels de PLU, donc on va certainement retrouver ce que vous nous dites. C'est-à-dire que on va trouver que les contraintes des PLU ne sont pas forcément 100% contraignantes parce que en fait, on force les promoteurs à construire même en dessous du niveau avec ces histoires des tâches sacrificielles. Et en fait, on voit aussi, sur cette histoire d'implication citoyenne, on voit aussi que le taux de recours contre les permis de construire est aussi élevé. Donc, il y a non seulement une pression sur les maires, mais il y a aussi une pression du citoyen directement à faire des recours contre les décisions portant sur les permis de construire. Donc, il y a ces trois dimensions qui sont là, et donc, ça doit nécessiter une pédagogie, une explication sur quels sont les enjeux. Et ça, du coup, le problème, c'est que c'est pas forcément mon domaine d'expertise le plus fort. C'est plutôt du domaine de la science politique, de savoir comment on arrive à communiquer, à faire passer ces choses-là. Le fait est que tout cet écosystème fait en sorte que voilà, le coût d'agglomération, le coût de croissance urbaine, le coût de la densification s'en voit renforcé. C'est extrêmement difficile de construire de la ville sur la ville à l'heure actuelle pour les raisons que vous venez justement décrire. Là, je peux qu'abonder. En fait, ce qu'on documente, c'est la conséquence de cet écosystème du last one shuts the door, du dernier qui ferme la porte. Donc, oui, je comprends votre point de vue et je pense que ce qu'on montre reflète en fait votre sentiment. La deuxième question qui porte sur les PLUI, est-ce que les PLUI changent la donne ? Alors, il y a une étude de Clémence Tricot qui vient de paraître qui montre que quand il y a eu un passage, on a forcé certaines communes à rejoindre à rejoindre les EPCI, le nombre de permis de construire a eu tendance à se débloquer. On a eu un peu plus de production de logements. Ça peut être donc on peut se dire que le passage du PLUI peut un peu augmenter ça. Pour le cas qui nous occupe, sur lequel on a fait la deuxième étude que je vais présenter très, très brièvement sur l'impact de la suppression des COS, c'est pas forcément, vu qu'on se focalise sur l'Île-de-France où en fait aucune commune n'a véritablement voulu lâcher ses prérogatives au bénéfice du PLU, c'est pas ça qui peut résoudre le problème pour le moment. Après,
une question sur l'immobilier d'entreprise. Pour l'immobilier d'entreprise, on n'a pas regardé, mais c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de regarder. J'ai malheureusement pas de choses pas de données vraiment précises sur les PLU. Mais de toute façon, à partir du moment où, quand on lit les COS, les PLU actuels, les COS, il y avait des COS entreprises qui étaient des exceptions ou par rapport aux COS résidents. On peut supposer qu'après, à un moment où ils ont baissé les CES et ils ont baissé les hauteurs maximales, ça a aussi dû atteindre l'immobilier d'entreprise. Et après, une dernière question sur est-ce qu'on a exploré les modèles polycentriques. Oui, en fait, du coup, là, pour la présentation, je vous ai présenté le modèle le plus simple. Maintenant, on travaille avec des modèles où, en fait, on autorise les entreprises et les travailleurs à être un peu n'importe où pour vraiment se calquer au mieux sur les données. Mais en fait, les mécanismes économiques fondamentaux sont les mêmes. Donc, du coup, oui, les économies d'agglomération vont être à peu près du même ordre qu'on ait comme référence un modèle monocentrique, un modèle polycentrique. Voilà pour la réponse aux questions. Il y a une personne avec la main levée, il me semble. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour, Annelle Franchimont, Métropole Aix-Marseille-Provence. Je représente la direction urbanisme qui est en charge de l'élaboration, notamment des élaborations et évolutions des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc, du coup, je me permets de dire un petit mot. Voilà, ça nous remettra dans notre contexte métropolitain. Merci pour cette présentation, c'est super intéressant. On traite évidemment la question de l'objectif de la zéro artificialisation nette, au travers du SCOT d'abord, puis décliné dans les PLUI. On a un contexte un peu particulier dans notre métropole, vous l'avez en tête, et d'ailleurs vous l'évoquiez, avec un transfert de la compétence en termes d'élaboration des documents d'urbain qui est relativement récent, 2018. Donc déjà, on a pu constater effectivement un changement dans les pratiques, notre rôle aussi d'accompagnement des élus dans les choix, dans les modes d'aménagement, les outils réglementaires, etc. Mais là, on a vraiment une vague de PLUI. Donc, en fait, à terme, sur la métropole, on aura 6 PLUI qui sont restés calqués sur les anciens périmètres de conseil de territoire. Et donc là, on a 3 PLUI qui sont déjà quasiment soit approuvés, soit en phase de stabilisation d'approbation, Marseille-Provence, Pays d'Aubagne, Île-l'Étoile et Pays d'Aix. Et surtout, on a 3 PLUI qui se lancent. Et là, il y a un réel enjeu à tout de suite réfléchir avec les élus sur la stratégie, en fait, les différents outils pour encourager à faire évoluer les formes urbaines, bien spatialiser les enjeux, où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'il est intéressant, pertinent de développer, intensifier, où est-ce que ça l'est moins. Voilà, donc on a un vrai changement à la fois dans l'accompagnement, dans l'élaboration des documents, l'effet d'échelle aussi intercommunal, il est hyper intéressant. Il est important là-dessus aussi. Et puis, de toute façon, le cadre réglementaire de la loi climat qui nous force à aller dans ce sens-là. Donc voilà, il y a un vrai contexte qui a changé et qui, à mon avis, va faire quand même pas mal bouger les choses par rapport aux plans locaux d'urbanisme communaux, quoi, tels qu'on les connaît. Voilà. Merci beaucoup. Là, j'ai pas. Non, oui, je réagissais aux pense différentes questions. Voilà. Je pense, oui, effectivement, qu'il y a encore des nouvelles expériences et que ça s'ajuster progressivement. On découvrira bien. À mesure que les prix augmenteront fort, il faudra bien desserrer un peu les taux. Donc, le PLUI peut effectivement, vu les résultats précédents, peut effectivement un peu changer la donne. Il faut bien entendu qu'il soit mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont plus rétives au PLUI que d'autres. L'Île-de-France étant très rétive à ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer la parole au suivant. Merci Guillaume. Je vous remercie. Je vais devoir vous quitter, mais je vous remercie encore pour l'invitation. Merci de Au revoir. votre présence. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.
pour replacer le travail qu'on va vous présenter dans un cadre plus global de ce que la métropole, au-delà de la planification, qui a bien été au-delà de la planification, on a lancé tout un dispositif pour réfléchir aux solutions, pour guider l'intensification dans un moment où le ZAN va nous y obliger, mais ZAN ou pas ZAN, il faut quand même y aller. Et tôt ou tard, on va limiter la consommation d'espace et il faut qu'on trouve nous les réponses dans l'espace global existant pour accueillir tous les besoins des populations, de nos emplois et de risques éventuels. Donc le défi étant très élevé, plus ou moins rapide selon ce que la loi va nous dire. Si concernait des cours ou s'il ne l'est pas forcément, parce que c'est encore des discussions, à la limite, ça ne change pas grand-chose. Il faut qu'on aille chercher tous les gisements potentiels, encourager, accompagner l'intensification. Or, c'est un problème transversal, sociétal. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt en tant que société, on n'est pas prêt en tant que politique publique, on n'est pas prêt en tant que marché privé, et même marché logement social. Et en termes de technique, en termes de forme urbaine, il va falloir aussi qu'on change de modèle. On va passer d'un modèle extensif à un modèle intensif. Je ne vous fais pas tout le topo sur le pourquoi on le fait, sur les enjeux sur lesquels on a besoin d'agir. C'est pas le propos que j'ai déjà en partie fait la fois dernière. Je vous invite à lire ce que j'ai posté il y a quelques jours, qui a eu un succès, avec 75 planches qui expliquent le pourquoi de l'intensification urbaine, les définitions, les mesures, les bénéfices, les difficultés, les ordres de grandeur qui sont derrière. Je pense que ça peut aider à la discussion, mais ce n'est pas mon objet là. Donc, simplement sur la métropole, on a souhaité déclencher vraiment un processus de communauté apprenante, parce que le défi nous embarque pas seulement en tant qu'institution, mais en tant qu'une collectivité associant tous les acteurs privés et publics ou parapublics pour trouver des réponses en volume et en rythme à l'intensification urbaine. Donc, on ouvre le carreau, on ouvre les chakras, on discute avec les chercheurs, avec les acteurs privés, avec les élus, avec les citoyens, avec l'ensemble des acteurs socio-économiques sur la compréhension qu'on peut avoir. On met en pot commun des éléments de connaissance et on essaie de se projeter, de tester les hypothèses d'évolution de l'intensité de l'usage du sol, de voir comment on peut rendre cette évolution de modèle de développement territorial attractive pour les habitants. Si on fait, avec la meilleure intention du monde, une réponse technique, mais qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que les gens sont prêts à accepter, ça ne va pas le faire. Il y a un marché, et ce nouvel ordre, ce marché, il régule beaucoup de choses. Et il nous évite de fantasmer complètement sur des solutions qui ne vont pas rencontrer une demande. Donc, la demande, elle doit être soucieuse du marché. Donc, on doit être soucieux du dialogue avec les acteurs privés dans ce que l'on fait. Dans notre approche, on associe vraiment une diversité d'acteurs, l'établissement public foncier, l'établissement public romaine, puis le club de l'immobilier, l'OIP, l'Observatoire de dépendance, la Fédération des promotions immobilières, donc tout un ensemble d'acteurs qui sont là pour nous éclairer, pour partager leurs réflexions, leurs solutions pour avancer. Et donc, on a démarré il y a un an à peu près avec le Conseil de développement de la métropole. On a plusieurs personnes en ligne qui sont dans le Conseil de développement, 240 personnes représentant la diversité des acteurs socio-économiques et des citoyens. Ils ont fait un avis sur la densification hyper rapide. L'avis, c'est quoi? Il faut arrêter, en tout cas sanctuariser les espaces agricoles et naturels. Donc, le message est très fort. Et donc, ils assument le fait de dire qu'il faut densifier parce qu'il faut protéger les espaces naturels et agricoles. Et pour réussir la densification, leur message consiste à dire qu'il faut du gagnant-gagnant. Si la densification se fait au détriment des habitants dans les quartiers dans lesquels on va densifier, ça ne fait pas. Ça explique pourquoi il y a des recours, on en parlait tout à l'heure, pourquoi il y a des résistances. Donc, il faut amener du mieux. Il faut que la politique de densification soit une politique de valorisation des quartiers dans lesquels on va densifier. Partant de cet avis, qui est un très charpentier, on a fait discuter l'ensemble de partenaires avec l'État, le Conseil national de la refondation, dans la série des conseils nationaux de la refondation du président Macron. Et on était le seul, avec un petit peu audacieux, on a voulu consacrer un CNR à l'intensification urbaine. À la préfecture, il y avait les parlementaires, les élus, ensemble d'acteurs socio-économiques. Et donc, on a mis au milieu du sujet l'avis du Conseil de développement et essayé de partager finalement des solutions qui sont à esquisser, à inventer pour faire cette intensification qui paraît
nécessaires. De ce Conseil national de la refondation, on a tiré plusieurs types de partenariats avec l'État. On a lancé notamment un programme de dialogue entre chercheurs et acteurs, de la POPSU, la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, cofinancée État-Métropole. Et on a 10 chercheurs de l'École nationale des paysages, de l'École nationale d'architecture et de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui sont à Marseille. Donc, avec ces chercheurs, pendant 3 ans, on va travailler, on va se challenger. Et ces chercheurs vont nous éclairer à partir de la connaissance scientifique et mettre en discussion leur savoir avec les acteurs et les élus. Donc, c'est ça aussi la communauté apprenante, c'est de se challenger et d'avoir des points de vue très différents qui vont se porter sur la même question que nous disions tout à l'heure, l'intensification urbaine. Ensuite, on a, dans ce même esprit de faire travailler le monde académique, on a recours aux étudiants. Parce qu'on pense qu'il faut aussi demander à la jeunesse de nous pousser dans nos retranchements et nous projeter différemment. Et c'est très vertueux parce que on l'a fait bosser dans des workshops, dans des ateliers. On a 140 étudiants d'école d'archi qui ont déjà fait un workshop il y a 1 an et on va refaire l'exercice dans quelques semaines après l'été. On se fait pousser dans nos retranchements avec les éclairages de la jeunesse qui se spécialise dans le sujet de l'architecture et de l'urbanisme. C'est très, très vertueux. On a les agents d'urbanisme qui nous accompagnent, Alain et Léopard, qui ont une série de sujets pour nous éclairer en données, en benchmark, en politique publique, en préconisation. Donc, vous voyez vraiment un ensemble de matériaux qui sont en cours de constitution et qui aussi vont chercher au national et à l'international des gens qui veulent bien jouer avec nous sur cette communauté apprenante qui dépasse nos frontières administratives. Et puis, on en vient au travail qu'on va présenter, que David va détailler, un contrat de R&D qui est assez rare après dans les collectivités. On a une place administrativement pour tester ce nouveau type de contrat pour une collectivité comme la nôtre. Contrat de R&D qui est cofinancé par le Fonds vert. Donc l'État nous accompagne financièrement. On aura des occasions aussi de présenter juste esquisser là, tout de suite auprès des services de l'État dans peu de temps. Donc on se donne plusieurs mois, voire plusieurs années dans ce contrat de R&D qui s'appuie sur un binôme ville vivante, qui serait David présenté qui est ville vivante, comment ville vivante fonctionne, et le laboratoire d'économétrie de Sciences Po Paris, Xavier Timbaud. Ces 2 équipes, OSCE et ville vivante, sont à la manœuvre pour éclairer, consulter tout savoir, faire tourner les chiffres et les modèles pour nous dire comment ces 10 dernières années, les évolutions de densité et d'intensité ont impacté notre territoire et quelles ont été les conséquences de cette évolution sur les grands paramètres qui sont ceux qui nous préoccupent. L'énergie, les gaz à effet de serre, la consommation d'espace, la mobilité, puis on reviendra sur d'autres sujets également. Ce contrat de R&D, il a démarré depuis maintenant 4-5 mois. Il arrive à une phase intéressante qui lui permet d'être autour de la table. Phase 1, c'est 10 ans de construction dans la métropole. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le marché? Donc c'est parfait de voir cette rencontre aujourd'hui sur les marchés fin moteur de l'intensification urbaine, parce que le travail que David a nous présenté vient éclairer très directement comment ce marché se glisse dans le sujet de l'intensification, de ce qui vient vous faciliter la chose, de ce qui vient nous rendre l'exercice plus difficile. Donc voilà, David va présenter la phase 1, le début de la phase 1 de ce travail de ville vivante et de l'OFC. Merci, bonsoir à tous. Alors, je vous présente un peu, pour commencer, Ville Vivante, qui est un acteur un peu atypique. On a 3 activités. La première, c'est qu'on réalise des travaux d'urbanisme pour les collectivités. Donc, ça nous arrive de rédiger les plans locaux d'urbanisme intercommunaux et de réglementer le foncier. On a vu que ça avait beaucoup d'impact sur la capacité des acteurs à opérer. On a fait celui de l'agglomération de La Rochelle, on est en train de faire celui de Saint-Malo, on a fait celui de l'agglomération de Blois. Ça nous permet aussi de mesurer ce qui a été un peu pointu du doigt, c'est que derrière la réglementation, vous avez l'acceptabilité sociale, puisqu'on a bien des habitants qui font pression sur leurs élus pour, avec le syndrome du dernier arrivé que j'ai expliqué. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette réalité de terrain pour mesurer à quel point la réglementation, en fait,
elle est le reflet d'une condition politique un peu réelle. Et puis, donc, on a l'activité, on a une deuxième, on est opérateur. Et on est spécialisé dans le micro-foncier, c'est-à-dire qu'on accompagne tous les propriétaires de petits terrains, notamment les propriétaires de maisons individuelles, pour les valoriser avec des opérateurs, constructeurs et promoteurs ou aménageurs, selon le potentiel défini qu'il y a eu. Et donc, on a créé des services qui s'adressent à tous les propriétaires de terrain et qui, pour une raison ou pour une autre, en fait, se posent la question de savoir s'il y a des valorisations possibles dans le cadre du projet de la collectivité qui est traduit dans le PLUI. Et donc, on a aussi cette connaissance opérationnelle du terrain. Donc, on a des opérations un peu partout en France. On a travaillé sur à peu près 12 000 logements ces dernières années, dans différents contextes immobiliers, et ça nous donne un peu la température et les difficultés techniques opérationnelles réelles avec nos collègues constructeurs et agents de promotion. Et puis une troisième activité que je vais vous présenter ce soir, c'est une activité de recherche et développement qu'on mène notamment avec l'OFCE, qui est l'Office français de la conjoncture économique, qui a développé des outils de modélisation quantitative intéressants, et notamment des modélisations des mobilités, par exemple domicile-travail, en étant capable de simuler les choix modaux et les trajets d'un point à un autre des territoires avec des milliards de combinaisons en fonction de ce que les emplois et de où les gens habitent, et de créer finalement un modèle de territoire avec la donnée de où les lieux habitent, où sont situés les lieux de destination, notamment les emplois. Comment l'infrastructure de mobilité, notamment de mobilité en commun, est construite. Déjà de modéliser le fonctionnement actuel et ensuite de modéliser des scénarios possibles pour un territoire, par exemple pour une métropole, pour savoir est-ce que je construis proche du centre, comme ça a été suggéré dans la précédente, est-ce que je donne la priorité à améliorer les systèmes de transport en commun, est-ce que je bouge les emplois. En ce moment, il y a je ne sais pas si vous le voyez vous aussi, mais il y a beaucoup d'idées qui circulent, notamment chez les élus, de se dire en fait on est trop serré, on est trop nombreux dans le centre. Peut-être qu'il faudrait un peu déconcentrer et peut-être que les emplois, c'est peut-être les emplois qui devraient se rapprocher des gens. Bon, c'est un peu difficile à imaginer géométriquement, mais ça circule. Et donc, on voudrait pouvoir construire un modèle qui réponde à cette question-là, qui fasse de la densité, de l'intensité et de l'accessibilité simplement des paramètres, puisse arriver à voir est-ce que ça nous permet de réaliser le ZAN. Budget collectivité, budget ménage, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Et puis, en termes d'émissions carbone, en fait, est-ce qu'on est meilleur ou est-ce qu'on est moins bon dans la configuration d'aujourd'hui? Et donc, on a commencé à construire cette modélisation en prenant les 10 années passées et en regardant ce qui s'était passé. Première chose, sur l'angle, je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés. J'ai quand même essayé de faire l'effort dans mon esprit, ce que je vais vous communiquer, de répondre à la question qui est posée par la conférence. Est-ce que le marché, en fait, soutient ou est une contrainte pour l'intensification? Je comprends que pour les économistes, en fait, on se pose la question dans l'autre sens. Et effectivement, nous, plutôt comme acteurs opérationnels au service des propriétaires, on se pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et est-ce que le marché nous aide ou pas? Et moi, le premier élément que je voudrais vous donner à l'échelle nationale, avant de rentrer spécifiquement sur le territoire de la métropole marseillaise, c'est à l'échelle nationale, pour revenir un peu aux questions de vécu, d'usage, de perception des réalités dans la vie des gens, globalement, quand même, on voit que le logement en France, depuis 50 ans, prend deux formes. Le logement collectif et la maison individuelle. D'accord. Le logement collectif, quand vous regardez quel est son périmètre d'action nationale, il a besoin qu'on ait des prix de sortie en fait, suffisamment importants pour pouvoir absorber les coûts de la promotion immobilière. Et donc, la promotion immobilière n'est active que sur moins de 10% du territoire national. Et la condition pour qu'en fait on puisse développer une activité de promotion, c'est que les prix dans l'ancien soient suffisamment élevés pour que le neuf ne souffre pas trop de la contre-production. Et donc, nous, quand on fait des études sur tous les territoires, on voit assez souvent, le plan Chambéry, par exemple, ou La Rochelle, ou Saint-Malo, vous avez dans la ville-centre un marché suffisamment soutenu, avec des prix à 3 000, 3 500, 4 000, 5 000, 6 000, dans l'ancien. Ils font qu'en fait, un promoteur peut arriver avec des produits à même prix ou un peu plus cher, et les commercialiser. Et dès que vous sortez de la ville-centre, vous sortez de Chambéry, vous sortez de La Rochelle, vous sortez de Saint-Malo, là, vous avez des prix, c'est-à-dire un marché, c'est-à-dire une demande qui s'effondre. Et on va commencer à descendre en dessous de 3 000, en dessous de 2100, en dessous de 2000. Et là, en fait, les opérateurs n'y vont plus. Et donc, cette géographie, elle est mouvante dans le temps, évidemment, quand vous regardez ça sur 15 ans. Parfois, ça monte, parfois, ça descend. Ça dépend des conditions macroéconomiques, ça dépend des conditions d'emprunt, ça dépend de plein de choses. Et quand on voit en tout cas que le périmètre d'action des promoteurs et également celui des aménageurs qui ont des coûts de fidélisation
en fait, il est plus ou moins profond dans le territoire selon les conditions. Et aujourd'hui, quand je prends par exemple les conditions de 2024, elles sont très difficiles, très compliquées aujourd'hui, moi, dans ce que je vois en France, de sortir une opération de promotion immobilière dans un territoire où les prix sont à moins de 3 000. Si le marché, dans l'ancien, il n'est pas à 3 000, sortir une opération de promotion immobilière, j'exclus un peu les résidences spécifiques, les résidences de service ou les maisons de retraite, vraiment de la promotion classique, compliquée. Quand je regarde dans quelle partie du territoire les prix dans l'ancien sont supérieurs à 3 000, j'ai entre 5 et 7 %. Et donc, en fait, et vous prenez la carte en France du zonage Pinel, par exemple, vous voyez le Pinel qui est en fait censé soutenir l'investissement locatif dans les secteurs tendus. Donc, vous voyez la part du territoire qui est concerné par le zonage Pinel, c'est extrêmement faible. Et donc, en fait, on est quand même obligé de se poser la question dans le cadre du ZAN. On sait qu'on a un modèle pas cher qui est la maison et qui fait de l'étalement de bas, mais qui répond aussi à des projets de vie et des désirs et des aspirations des Français. Et ensuite, on a un modèle qui est quand même plus efficace, plus vertueux, qui produit plus facilement de la densité, sauf que lui, en fait, il n'est pas capable d'intervenir partout. Je travaille par exemple à Épinal. Épinal, le marché de l'ancien, il est entre 1 500 et 2 000 € du mètre carré. En fait, on ne peut pas sortir une opération de promotion immobilière à Épinal. Comment est-ce qu'on fait les armes à Épinal? C'est là que la question, c'est qu'on a une densité historique qui est là, qui est présente, qui est bien là. Par contre, les outils opérationnels dont on dispose en France, les modèles économiques qu'on a sur la capacité d'un opérateur à acheter du foncier, à développer, à sortir un logement au prix où il coûte, et à trouver une demande solvable en face de ce projet, en fait, ce n'est pas du tout égal sur le territoire, mais le marché nous renseigne très fortement sur quels sont les outils qu'on peut mobiliser pour réaliser ça. Alors, on va passer sur Marseille. Marseille, la métropole, Aix-Marseille-Provence, a un point particulier, c'est que tout son territoire est tendu et que toutes les filières de la production de logement peuvent être opérées parce qu'en fait, il n'y a pas un endroit du territoire où les prix ne sont pas suffisamment hauts pour qu'en fait, un promoteur puisse développer une offre de promotion. Donc, ça, c'est déjà très spécifique. Partout en France, ce n'est pas le cas. Partout en France, dès qu'on sort du centre, la promotion, en fait, elle est plus viable. Et dès que vous éloignez encore un peu, même l'aménagement n'est plus viable, on n'a plus de diffus. La plupart des villages en France, à part la production de maisons industrielles sur terrain utilisant parcellaire, elles n'ont pas d'outils qui là-bas. Sur la métropole, c'est vraiment l'inverse. On a un marché qui permet de faire tout partout quasiment. Il y a le cas particulier de Marseille-Centre, avec des prix qui sont plus bas pour tout un tas de raisons un peu particulières, mais ça n'empêche pas de développer du neuf. Et donc, en fait, tout le territoire est disponible. Et donc, on va se retrouver avec une configuration qui était très bien décrite par la présentation de Guillaume Chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a des contraintes réglementaires qui vont expliquer, alors réglementaire plus l'interprétation des règles, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'en fait, parfois il y a des règles qui sont là, mais en fait, dans la négociation, on est obligé d'enlever un étage, donc on exploite que 60% des règles, mais on a bien cette contrainte-là qui va déterminer qu'est-ce qu'on va observer. Et deuxième contrainte, quand même, c'est la réalité physique, c'est-à-dire que, deuxième présentation qu'on a entendue de Madame Tuffry, il faudrait densifier là aussi, j'avance. C'est quelque chose d'intéressant, par exemple, pour les services. Je pense que ça paraît tout à fait compréhensible. Maintenant, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'il y a la place? Et est-ce qu'il y a l'acceptabilité sociale? Et est-ce qu'il reste physiquement de la place? Est-ce qu'on a des modèles pour... Et donc, je vais essayer de vous montrer, est-ce que ces 10 dernières années, on a réussi à construire plus proche des services, ou plus proche des emplois, plus proche du transport, ou est-ce qu'on a fait autre chose? Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, on va regarder où est-ce qu'on a densifié, sur quel type de terrain on a construit, qui a construit quoi. Quand je dis qui, c'est quel type d'opérateur, constructeur, agent promoteur. L'accès aux emplois, comment il est configuré avec le modèle de l'OFCE sur le territoire. Et est-ce que la construction neuve, est-ce qu'elle est mieux située par rapport à l'accès aux emplois que le stock existant, ou est-ce que la construction neuve, en fait, est moins performante que le stock existant pour rapprocher les gens de leur emploi? Alors, on y va, première diapo, l'évolution des quantités. Déjà, la première question, quand vous regardez un peu, donc on a réparti le stock de logements en quatre types de densité. Vous avez un quart des logements de la métropole qui sont dans des lieux, on est à moins de 16 logements à l'État, ce que vous avez en bleu. Un autre quart entre 16 et 42 logements à l'État, ça veut dire qu'en fait, la moitié des logements, la moitié des habitants. Pourquoi je dis, dans un territoire qui est relativement peu dense, 40 logements à l'État, c'est un tissu de maisons de ville du type Échoppe de Bordeaux, par exemple, si vous connaissez. Ensuite, on a un autre quart qui vit dans des secteurs très denses supérieurs à 105 logements à l'hectare. Et donc, vous voyez, un quart des habitants qui vivent dans 3% des surfaces, c'est ce que vous avez en rouge, un autre quart qui vit dans 14% des surfaces, et on voit très clairement qu'il y a
les conditions de vie complètement contrastées sur le territoire. Et c'est rien d'étonnant, simplement, vous les avez en chiffres. Après, ce qu'on a regardé, c'est à l'échelle des silos, donc des ensembles bâtis qui sont entourés par la voie publique. Vous avez, sur exemple, de l'augmentation de densité, puisque vous avez des opérations qui arrivent. Là, milieu droit, plus 67% de densité en nombre de logements, et milieu de gauche, plus 116%. On a regardé ça, diapositive d'après, sur les différents territoires. Donc ici, on est Aix-en-Provence. La diapositive d'après, c'est le cœur de Marseille. Donc, rouge, c'est plus de 100% d'augmentation de la densité. La densité fait plus de doubler à l'échelle du îlot. Et puis, en jaune, elle est bloquée en bas, entre plus 1% et plus 25%. Et en orange, c'est l'évolution intermédiaire. Quand on regarde un petit peu quel est sur 10 ans l'impact des volumes de construction, donc on a construit un peu plus de 10 000 logements par an sur les métropoles ciblées les dernières années. Dans un tiers des cas, on a fait doubler la densité à l'échelle du îlot. C'est-à-dire que la construction qui est arrivée, ça explique aussi des choses en termes de perception. C'est-à-dire qu'un projet arrive, ou un certain nombre de projets arrivent en 10 ans, la densité a plus de doubler à l'échelle du îlot. L'îlot, c'est quand le but des gens au quotidien. C'est-à-dire c'est le petit tour du pâté de maison. Dans 26% des cas, j'ai une augmentation significative entre 1 quart et 100%. Et vous voyez qu'ensuite, on a de la construction hors îlot urbanisé, c'est-à-dire vraiment de l'étalement urbain, 13%, augmentation de 29%. Donc en fait, j'ai 40% de la production où on n'a pas vu l'évolution significative de la densité, mais il s'est quand même produit 40% de production de logement. Et donc, ça nous pose des questions stratégiques en termes d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre production qui est hyper difficile, parce qu'elle fait 100% en plus d'augmentation de la densité, donc ça couvert ce qui se passe, et on a quand même 40% de ce qu'on arrive à produire qui ne se voit pas. Maintenant, on imagine bien que là où ça ne se voit pas, ce n'est pas forcément le mieux placé. C'est ce que je comprends. Diapositive d'après. Donc, quand on regarde en gris, la répartition du stock de logement par densité des îlots, par densité des îlots, et en vert, la production de logement. Donc, ce qu'on voit là, les produits dans des îlots peu denses. Vous voyez, là, la barre très haute, c'est des îlots à moins de 15 logements à l'hectare. La barre de gauche, c'est hors emploi personnel. Donc, on se trouve sur 30%. Ça fait 54% de la production qui arrive dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, on est à moins de 15 logements. Là, c'est plus de la moitié de la production de la métropole qu'on écoule dans des lieux faiblement bâtis. Alors que ces lieux ne représentent que 25% du stock. Voilà. En fait, là, on a quand même le cœur du réacteur de la problématique. 25% du stock, 54% de la production sur des densités inférieures à 15 logements. 25% du stock qui accueille plus de la moitié de la production, c'est très basique à construire là où il y a de la place. Alors, là où les PLU autorisent, les PLU autorisent là où il y a de la place physique. Donc, première conclusion, en fait, il faut quand même à un moment intégrer la réalité physique du territoire. On veut réaliser les ANSR, et la place est déjà prise, c'est-à-dire qu'il y a le dernier arrivé from home, et il y a aussi des bâtiments. Donc, on sait qu'il y a déjà des bâtiments, vous imaginez bien que c'est plus complexe. Diapositive d'après, s'il vous plaît. Sur les terrains, quand on regarde, on a un peu une typologie de terrain, notamment les terrains qui sont intéressants, c'est ceux qui sont bâtis et très fortement naturels. Et ils sont en vert ici. Si vous avez la diapositive d'après, ça représente la moitié de la 4560 logements par an, c'est presque la moitié. Où on est en fait sur des terrains bâtis, donc ça ressemble à une intensification parce que formellement le terrain est bâti. Par contre, en fait, il est complètement à la dominante naturelle agricole ou forestière, et donc il s'apparente quand même à la consommation foncière plus forte. Diapositive d'après. Donc on construit sur les terrains où il y a de la place, faiblement bâti, et puis on va continuer. Alors, qui construit quoi, où, à quel prix? Là où c'est intéressant, donc là, vous voyez, on a regardé la production de logements sur les dernières années. Là, vous avez les volumes. C'est assez stable. Ça tourne autour de entre 10 et 11 000, en gros. Et vous avez la hausse des prix en même temps. Et on voit que sur les 3 dernières années, ça s'excite sérieusement sur les prix du neuf. Diapositive d'après. Et là, vous avez les transactions dans l'ancien en comparaison avec le prix de l'ancien qui a suivi le neuf, le prix du neuf qui a suivi l'ancien. Voilà. Diapositive d'après. Donc là, vous avez la localisation des 10 680 000 logements par an donc sur 10 ans, donc ça fait à peu près 100 000 logements qui ont été construits. Vous les voyez sur la carte. On va regarder qui les a construits. Donc, on a construit une classification des opérateurs en 10 catégories. Vous avez l'individuel discuté, un particulier qui achète un terrain, qui va acheter un constructeur ou un architecte qui va bâtir. Les micro-lotissements, c'est du moins de 5 logements. Les lotissements à proprement parler,
la reconfiguration du bâti avec moins de 10 logements produits. C'est-à-dire que j'achète une grande bâtisse, je la subtilise, je fais des appartements dedans, par exemple. Les maisons groupées en promotion, la toute petite promotion de moins de 10 logements, la promotion de 11 à 100 logements, 30, 60, 70, 100 est supérieure à 100. Et donc, là, vous avez l'ensemble des logements produits classés par prix, donc c'est l'axe de base en haut, et la surface produite de gauche à droite. Donc, on voit qu'on a une promotion immobilière importante à gauche. Vous voyez, le seuil à 80 m². On est sur tous les petits logements, on est essentiellement en promotion. Et on produit, c'est pas là, 60, 80, on a 80% de la production en promotion à gauche sur les surfaces inférieures à 80 m². Et vous avez un peu de lotissement édifié qui font des maisons un petit peu partout, à droite du graphique. Quand on regarde un peu les caractéristiques de ça, si vous y avancez un petit peu, voilà la répartition spatiale. Donc, on a quelques pôles urbains qui accueillent la promotion que vous avez en bleu, et tout le reste des petits villages accueille les petits points roses, en fait, qui sont plus diffus. Et lotissement, quasiment plus. Donc, vous êtes un territoire où il y a quasiment plus de lotissement, qui n'est pas le cas du territoire en France, Marseille. Et puis ensuite, on voit qu'on a deux profils de communes, celle qui accepte de la densification forte avec de la promotion et du logement collectif. Donc, clairement, ça se voit dans le début. Et puis celle qui ne l'accepte pas, et on se retrouve surtout avec des difficultés. Et géographiquement, ça se voit assez bien. Et donc, vous avez une répartition à 75% à peu près de promotion, 25% autopromotion. C'est plutôt une part de la promotion immobilière qui est plus importante que dans le reste du territoire français. Quand on sépare le territoire de la métropole en trois secteurs, le pays d'Aix d'un côté que vous avez en bleu, Marseille-Auvergne en gris et Marseille-Brest et Salonnais en rouge, et quand on regarde les prix de sortie selon les filières de distribution de logement, vous voyez que l'individuel diffus varie pas beaucoup entre les trois secteurs, mais quasiment entre le pays d'Aix et Marseille-Auvergne, on est à 3600 mm, terrain de construction. Par contre, quand on va dans les filières de la promotion fait des distinctions beaucoup plus fortes en termes de prix de sortie entre les trois secteurs. Donc, vous allez à droite du graphique, on voit qu'on est autour de 5 000 € du mètre au pays d'Aix, alors que ça plafonne à un peu plus de 3 000 € sur Marseille et le Salonnais, et le Marseille, il y a un petit peu entre les deux. Donc voilà un peu comment les filières, les différents types d'opérateurs réagissent en fait aux conditions de marché, c'est-à-dire aux prix notamment plus anciens, qui ne sont pas les mêmes entre ces trois territoires. La promotion immobilière arrive à suivre un peu plus fortement les contrastes de prix, et le diffus, lui, est un peu plus quasiment partout. Voilà. Alors, quand on regarde parmi ces différents types d'opérations, qui produit quoi en termes de statut d'occupation à la fin, vous avez, vous voyez, en noir, la part du locatif privé particulière, en blanc, les propriétaires occupants. Donc, c'est un tiers des propriétaires occupants, c'est un tiers des acheteurs de logement au global, mais c'est 77% dans le diffus, 88% dans le micro-lotissement. Donc, on est sur la filière, en gros, autopromotion maison individuelle. On est essentiellement sur les propriétaires occupants, donc des gens qui deviennent propriétaires en achetant un terrain pour faire bâtir. Et quand on est sur la promotion, on a la part du logement locatif social que vous avez en assuré, un petit peu de propriétaires occupants, vous voyez, entre 15 et 30%, et puis du locatif privé, avec notamment le dispositif final. Voilà. Et les logements vacants qui sont là, c'est des logements qui simplement qui ne sont pas encore constatés, pas encore attribués, ils sont projetés, ils ne sont pas encore occupés. Voilà. Ce n'est pas de la vraie vacance. Donc, globalement, l'intensification se fait selon deux familles de filières. Vous avez la famille autopromotion, c'est 25% de promotion, maison individuelle sur le terrain. Et puis, vous avez la famille promotion avec différentes granularités entre les petites opérations de logement et les grandes de plus de 100 logements qui produit. Et vous voyez que malgré le fait que sur votre territoire, toutes les filières peuvent aller partout, on voit quand même qu'il y a une géographie, qu'il y a des territoires où en fait la promotion pénètre, et il y a des territoires où la promotion ne pénètre pas. Donc, on entendait tout à l'heure l'idée que peut-être que certains villages pourraient être préservés. Je pense que c'est déjà ces logiques-là qu'on voit avec quand on est PLU. Il y a déjà des villages qui sont préservés où en fait on ne va pas aller faire du collectif, alors que le collectif est autorisé dans certains lieux de ces territoires. Diapositive d'après, l'accès aux emplois. Donc l'OSCE a construit un peu complexe, donc je vous enverrai le lien pour le consulter. Sensible. Ce qu'on mesure, c'est pas tant quel trajet chaque habitant fait chaque matin, mais en fonction de là où vous habitez,
votre accessibilité à des palais d'emploi larges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens changent d'emploi beaucoup plus fréquemment que vous pouvez le faire nos parents. Vous pouvez faire 40 ans dans la même boîte. Et donc, quand les gens choisissent un lieu d'habitation, ils choisissent le potentiel de pôle d'emploi auquel ils ont accès. Et donc, c'est quelque chose qu'on mesure avec du temps d'accès par les différents modes de transport à 50 000 emplois ou à 100 000 emplois. Donc, si vous avez la diapositive d'après, là, vous avez modélisé le temps d'accès à 100 000 emplois. Ça à gauche, là où les gens habitent, en densité, et à droite, la répartition de l'emploi. Donc, on voit que l'emploi, comme toujours, est beaucoup plus concentré que l'habitat. Et donc, entre l'habitat et l'emploi, vous avez des déplacements que vous avez faibles. Après, temps d'accès à 100 000 emplois, comparé à gauche, l'Île-de-France, au milieu, Lyon, et à droite, la métropole. Vous voyez Marseille en bas, Aix en haut, et le dispositif de Savigny à gauche. Vous pouvez avancer le dispositif d'après. Donc maintenant, on va regarder, est-ce qu'on construit là où les gens ont facilement accès à des emplois? Donc, on a comparé les grandes métropoles françaises, de 100 000 emplois est pas mal. Pour redescendre un peu plus finement et faire la différence dans le territoire de Marseille, on va prendre le temps d'accès à 50 000 emplois qui est un peu discriminant. Et là, vous avez une carte du temps d'accès à 50 000 emplois. Comme vous voyez, vous avez, on a réparti par des logements de la métropole, les logements existants en 2023. Vous avez 30% des logements où, en 15 à 20 minutes, en fait, on peut accéder à des opportunités de 50 000 emplois, 27% en 20 à 25 minutes. Vous voyez, plus les couleurs s'assombrissent, et plus, en fait, il faut un temps important pour accéder à ces 50 000 emplois. La diapositive d'après, maintenant, si je regarde. Excusez-moi, parce que ça vaut la peine de rester un peu sur la carte avant. Et tout le monde n'a pas l'acuité visuelle. Cette carte est sur pesant de cacahuètes. Décrit avec ça, finalement, l'accessibilité de chaque parcelle du territoire de la métropole, combien d'emplois, en combien de temps on peut accéder à 50 000 emplois. C'est absolument crucial de voir cette information-là. C'est la première fois qu'on la représente comme ça. Et donc, ça décrit une forme de participation à un système métropolitain. Et plus on va être foncé, et plus on est loin des emplois métropolitains. Et derrière cette accessibilité, c'est le meilleur temps ou la meilleure accessibilité multimodale. Ça peut être la voiture, ça peut être le train, ça peut être les transports en commun. C'est une information multimodale qui est derrière. Ça va peut-être de l'organiser dans le détail, mais je vous montre la première difficulté qu'on y a vue, c'est de croiser le stock du logement, comment il est situé par rapport à cette accessibilité d'emploi et les logements neufs. Donc en gris, le stock de logements existants. Donc à gauche, mauvaise accessibilité aux emplois, à droite, bonne accessibilité aux emplois. En vert, la répartition de. Et donc vous voyez que le logement neuf a du mal à être aussi bon que le stock. Donc que le stock de logements existants soit bien placé par rapport à l'emploi, c'est logique. Enfin, on construit là où c'est pratique. Est-ce que le logement neuf arrive à faire aussi bien que ce qu'on a fait par le passé? La réponse est non pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on construit plus loin des emplois que les logements existants. On n'arrive pas à intensifier au bon endroit, tout simplement, à ce stade. Voilà, peut-être que c'est petit peu après. Ici, vous avez les trous dans l'ancien. Vous êtes passé à la diapositive d'après. Et donc, on a vu que Marseille était vraiment un cas atypique. Tous les modèles économiques qui nous ont été présentés jusque-là, je crois que là, on voit, vous avez toujours les trois secteurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Marseille et Annecy, c'est noir, le Pays d'Aix, c'est du rouge, et Martigues, c'est du bleu. Et vous avez la corrélation entre le prix du logement de bas en haut et l'accessibilité aux emplois. Donc, ce n'est pas la distance au centre, elle vous a été présentée tout à l'heure. Là, c'est vraiment le truc fin, accessibilité aux emplois. Et donc, on voit que classiquement, sur le Pays d'Aix, Martigues, LCPI, Salonné, plus on est proche des emplois, plus le prix monte. Donc, je suis dans l'ancien. Par contre, à Marseille, plus je suis proche des emplois, plus le prix baisse parce que vous avez une concentration de valeurs basses dans le centre-ville de Marseille, malgré le fait que ce centre-ville soit bien situé et des emplois bien accessibles. Donc, ça, c'est vraiment une particularité à l'échelle nationale. Là, vous l'avez sur le 9. Donc, c'est moins prononcé sur le 9, et le 9, ça gomme un peu les différences. Donc là, c'est le 9 en promotion immobilière. C'est moins prononcé, mais on voit quand même des tendances, mine de rien. Et puis ensuite, vous l'avez sur l'autopromotion, là, on voit quasiment pas rien.
En fait, l'autopromotion, déjà, elle est faite sur le territoire, c'est un cadre de la production neuve. Et puis, ça consiste à trouver un terrain sur la matière sablonnante, ce qui est la règle de pas mal de gens, qui ne veut pas accepter de la grande nombre sur ce territoire, mais globalement, en fait, les gens, où est-ce que, quel que soit l'endroit où ils trouvent cette opportunité-là, on finit toujours à des prix qui sont comparables. Et là, pour finir, vous avez la différence entre le neuf et les prix de l'ancien. Donc, on voit que sans surprise, à Marseille, le neuf est beaucoup plus cher que l'ancien. C'est ce que vous avez en rouge. Là où, par exemple, à Aix-en-Provence, c'est quasiment égal. Je crois que c'est la dernière. Donc, à Marseille, l'accès aux emplois et les marchés sont décorrélés. Et puis, c'est plus avancé encore dans l'état. Donc, en gros, si je conclue, on a du mal à construire là où c'est déjà dense. Alors que, évidemment, c'est pertinent du point de vue carbone, du point de vue des coûts des infrastructures, etc. Donc, c'est quoi les pistes qu'on a pour construire là où c'est déjà dense? Un, reconfigurer l'existant. Il y a déjà des bâtiments existants, mais qui sont sous-occupés. Donc, c'est quand même une voie centrale quand on voit qu'on n'arrive plus à construire là où c'est déjà dense. Il y a quand même une voie pour optimiser ce qui est déjà construit. Est-ce qu'on a des bâtisses sous-occupés? Clairement, oui. Ensuite, densification douce, densification forte. On va voir, on aura par exemple peu dense. Je ne vais pas montrer sur la carte, mais il existe peu dense et bien situé. Et on a des endroits bien denses et bien situés. Dans les deux cas, il faut qu'on affine nos outils de densification pour qu'ils soient plus performants pour qu'on arrive à construire là où il faut. Deuxième chose, on a un problème de conditions. Et dans ces conditions, en fait, on a deux choses. On a les PLU, ça a été cité comme clairement dans un territoire comme celui de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le PLU est complètement fondamental, mais derrière ça, vous avez l'acceptabilité sociale. Et puis ensuite, on a quand même la question du logement abordable et de la solvabilité des ménages. Une partie des résultats de ce que je vous ai montré là sont les prix sortis, la part des propriétaires occupants, la part des locataires. On n'est pas sans savoir, et ça s'est renforcé avec le Covid, que les gens rêvent de maison. C'est un rêve qui n'a jamais baissé. Évidemment, dans la région, il est accessible uniquement aux personnes les plus aidées. Ça ne facilite pas l'équation. C'est-à-dire que la maison, elle est moins chère, sauf qu'en fait, elle est rare et désirée, donc en fait, elle est réservée aux personnes qui sont riches. Et en même temps, la promotion immobilière est plus chère à produire, elle permet de faire dense, mais elle est plus ou moins acceptable parce qu'elle fait évoluer les entités de façon forte. On est vraiment dans une équation pas facile. Je pense que la suite de nos travaux, et notamment en modélisant le bilan carbone de tout ça, parce que ça compte maintenant dans le débat public, il y a quand même un nouveau juge de paix qui arrive, même si ce n'est pas le juge de paix global. Le bilan carbone, il aide quand même à conclure les discussions et à faire de la pédagogie. Je pense que du côté des arguments environnementaux et économiques pour la collectivité, on va y arriver. On a quand même une batterie d'arguments pour expliquer qu'il faudrait construire plus intelligemment d'un point de vue géographique. Là où on a un vrai sujet, je pense, c'est sur le prix de sortie de ce qu'on produit par rapport à la solvabilité des ménages. Vous n'avez pas sans savoir forcément ce gros sujet. Je n'ai pas montré les chiffres là, on va jusqu'à 2022 dans nos analyses. Et 2023, je crois qu'en logement autorisé, on est à moins 30% par rapport aux années d'avant. On a eu 8 000 alors qu'on autorisait 12 000 dans les années d'avant. Donc 2023, on autorise 8 000 sur la métropole. Et quand je regarde 2024, le premier trimestre, je suis à moins de 1 000 autorisés. Donc il y a un crash en cours quantitatif de production de logements. Et il est complètement lié à la question il y a des conditions particulières qui sont liées au coût de construction très élevé. Et donc ça, c'est des choses un peu conjoncturelles, on espère. Et il n'en demeure pas moins que, y compris sur un territoire comme celui-ci, la question de ce qu'on produit, à quel prix ça sert, et explique aussi en partie notre capacité de répondre à la question que vous avez posée. Voilà. Donc, on conclut et qu'on passe aux questions-réponses, 2-3 éléments pour vous dire comment maintenant ce travail-là a déployé devant, quelles sont les phases qu'on est en train d'ouvrir et finalement ce que ça va amener. On n'a présenté qu'une petite partie, qui paraît faire un peu lourde, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'une partie de ce qui est déjà produit, et on a encore beaucoup à faire. Déjà, la plus-value qu'on a amenée là, et le travail pour le CE c'est bien mettre en vis-à-vis le neuf et l'ancien. Le marché se confond tous ces deux dimensions-là, et en termes de localisation, en termes de prix de sortie, en termes d'intensité, c'est pas tout. On fait le croisement, ça c'est un souhait méthodologique très fort, de penser l'intensité en lien avec la mobilité.
C'est un peu la même problématique, mais du coup, ça oblige, quand on est avec les collègues de l'immobilier, de les amener aussi sur des questions de c'est quoi l'impact de notre localisation sur la mobilité des chaînes métropolitaines, parce que même si on fait la densification, c'est pas uniquement pour construire, c'est pas uniquement pour limiter la consommation d'espace, c'est aussi pour décarboner sur la mobilité, c'est aussi pour faciliter la proximité dans les déplacements quotidiens pour les citoyens. Donc, c'est cette approche-là qui est un peu multifactorielle, qui nous oblige à faire une lourdeur d'exploitation. Pour en arriver à ce qui a été présenté là, il y a une collecte de données qui est colossale, qui a été conduite ces derniers mois avec les données de la métropole. On a fait mobiliser en interne les directions, les CIG et les bases de données de la métropole, les agences d'urbanisme. Et après, il y a un projecteur derrière, entre les vivantes et l'OFCE, pour ramener tout ça dans une sorte d'entonnoir à la parcelle. Donc, c'est vrai que méthodologiquement, on est en train de tester des méthodes qui sont très intéressantes et particulièrement lourdes, et qui induisent une question de localisation. La densité n'a pas la même valeur selon là où elle va atterrir. C'est ça qu'on va aussi éclairer avec les données concrètes. Alors, ce qu'on nous a présenté va être complété dans les prochaines semaines, prochains mois, sur le niveau de végétalisation des quartiers. Parce que densifier et manger le capital de végétalisation, c'est pas bon. On va essayer d'avoir, avec le traitement de données, pas uniquement la surface en herbe, mais aussi le volume végétal, pour entrer dans vraiment la finesse de ce qu'est le territoire et sur les évolutions qui peuvent être induites par les stratégies d'intensification. Ayons en tête que là où on construit, souvent dans un territoire comme le nôtre, on est avec des îlots de chaleur particulièrement forts qui vont s'aggraver dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Et donc, si notre densification enlève la capacité de rafraîchissement de la végétation, on y perd. Donc, on va devoir projeter ça, et les outils qu'on développés par Vigilant et l'OFCE vont nous donner cette capacité d'analyse et de projection. On va toucher aussi le pouvoir d'achat. Il y a les prix du mètre carré, il y a aussi en face des fois les moyens des ménages en fonction de leur caractéristiques, et on peut plus ou moins accéder à des types de logements et des localisations en fonction des revenus et des caractéristiques des ménages. C'est ça dans la perspective. Ce qu'a expliqué David, on ne va pas montrer la carte, on va garder un peu sous la pédale, c'est une carte qui, elle aussi, vaut son pesant de cacahuètes sur la territorialisation des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une carte détaillée à l'îlot des émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement de domicile de travail. Donc c'est là, on est en train de préparer la même cumule, déjà avec les déplacements hors domicile de travail, ou après on pourra cumuler déplacement de domicile de travail et mobilité hors travail. C'est la première fois qu'on aura ce type d'information avec ce niveau de finesse sur un territoire métropolitain en France. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et notre enjeu, c'est de croiser ça avec une stratégie de développement territorial et de densité et d'intensité. Parce qu'elle révèle cette carte. Ce que l'on savait, mais on passe d'une intuition à une connaissance, les territoires les plus éloignés des transports, les territoires les moins denses, sont ceux qui émettent le plus de CO2 et qui consomment le plus d'énergie dans la mobilité. Ça maintenant, la prochaine fois qu'on se verra, on pourra parler de ça, on a de l'interaction. Et puis, on va croiser ça avec le niveau de pollution. Et on peut déjà faire un peu de teasing sur ce qu'on est en train de sortir, et c'est passionnant, et ça cause des problèmes de politique publique énormes. Eh bien, les gens qui sont dans les fortes densités produisent moins de gaz à effet de serre, consomment moins d'énergie que leurs homologues des faibles densités. Il manque de chance, c'est eux qui subissent le plus la pollution. Donc il y a une forme de hiatus. Je suis vertueux, j'habite en forte densité, je ne consomme pas beaucoup d'espace, je ne fais pas beaucoup de kilomètres, je ne consomme pas beaucoup d'énergie, je n'émets pas beaucoup de CO2, mais manque de peau, par l'effet de concentration, je suis dans les secteurs qui ont le plus de pollution, et donc j'ai envie de quitter ces secteurs pour aller loin de la forte densité, aller dans les faibles densités, et du coup je vais induire plus de pollution. Il y a en termes de politique publique, là, un nœud qui est vachement intéressant, que maintenant on va être capable de mesurer, de quantifier, de projeter. Ça, c'est une étape qui est presque ouverte, on va essayer de terminer dans les prochaines années. Mais là, on est encore dans le constat, le travail qu'évoque David pour la suite, c'est la modélisation. Et on aura besoin de discuter avec nos partenaires privés, publics, travailler avec nous sur des scénarios, tester des hypothèses.
Et si je fais un maximum de développement sur un nombre donné, et si je le fais ailleurs, si je le fais d'une manière ou d'une autre, si on le voit, une densité construire avec la même densité que la densité qui existait auparavant, si on le fait dans un quartier dense ou un quartier pas dense, c'est identique. Donc voilà, on va diversifier les manières de regarder le développement territorial et avec les outils qu'on met en place, on va dialoguer avec l'ensemble de nos partenaires, avec les chercheurs du programme au-dessus, pour mieux réfléchir, mieux agir et être très pédagogue dans les choix de nos stratégies territoriales, mais aussi dans les politiques publiques, puisqu'on va pouvoir, à partir de là, décliner des dispositifs qui ne sont pas que la planification, qui vont être des dispositifs fiscaux, des dispositifs incitatifs, des dispositifs de mobilité, la batterie de possibilités qui s'ouvrent pour que toutes nos politiques publiques convergent vers un effort de densification et d'intensité plus important dans notre territoire métropolitain. Voilà, donc on défriche. Ce qui a été montré là est une première contribution dans le secteur de l'R&D. On est très, très, très désireux d'entendre vos retours, vos réactions et vos suggestions et faire le jeu. Voilà. Merci beaucoup. C'est très dense et très réagir au moins par là. Là, on est un peu juste, ouais. En termes de timing, on est un peu juste. Donc, le sujet du prix. Aujourd'hui, une des qu'on a en fonction meilleure, c'est qu'on n'a pas un prix de marché, on a un prix technique. La seule variable d'ajustement de notre prix, c'est le foncier. Et effectivement, vous l'avez dit, soit en Lozère, Aix-en-Provence, soit à Marseille, on ne va pas payer le prix foncier la même. Et là, se pose un débat, c'est qu'aujourd'hui, si on veut, nous, on estime que les logements qu'on produit, on les vend beaucoup trop cher. Et contrairement à ce qu'on peut dire, on n'est pas content de les vendre beaucoup trop cher parce que ça amène de grandes difficultés de commercialisation, d'autant plus accrues ces derniers temps avec une explosion des coûts. Je dis, c'est pas tant le coût à 4% qui cause une difficulté, c'est la rapidité de son augmentation. Et donc, nous, comme on fait un métier à temps long, il faut digérer cette augmentation et en même temps, avec les énergies, on a une augmentation des coûts techniques de 30%. Donc aujourd'hui, tout ça faisant, on fait qu'on a un type de production qui est trop cher et donc on vend nos logements trop cher. Et donc, la seule variable d'ajustement, c'est le foncier. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a peu de foncier qui est généré. Alors, déjà, pour se battre un peu la poule, nous, promoteurs, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le foncier. Et on n'arrivera jamais. Parce que le foncier, c'est le démarrage et donc forcément, celui qui a le foncier, il développe une opération et donc il paye ses collaborateurs. Et s'il peut faire un peu de marge, on sait en même temps c'est un peu compliqué, mais là, bon. Et donc ça, on n'y arrivera pas. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument que la puissance publique fasse de l'aménagement. Il y a d'autres. On l'a déjà fait, il y a d'autres électeurs qui ont fait beaucoup. Et le fait de générer du foncier par la puissance publique à des prix maîtrisés et rendu aux opérateurs, ça, c'est la seule et unique, en tout cas aujourd'hui, solution pour faire baisser les prix. Encore une fois, je répète, parce qu'on a un prix qui est élevé. Et donc, effectivement, on voit que selon les villes, vous l'avez dit, on ne peut même plus faire le logement. Parce que aujourd'hui, je dis n'importe quoi, à moins de 1700, 1100 euros le mètre carré chaque, hors taxe, c'est plus constructeur. Donc, quand vous rajoutez un peu de foncier, un peu de ci, un peu de cela, ce que vous avez dit, 3 000 euros TTC, ça fait 600 euros hors taxe, c'est pas possible. Donc, sur cet électorat-là, c'est plus possible. Il pose aussi une difficulté de se dire est-ce qu'il faut faire du neuf dans tous les territoires de France? Je n'ai pas la réponse. Ou alors, est-ce qu'il faut faire en sorte de réaménager le bâtiment ancien, ce qui pose beaucoup de difficultés, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, mais aujourd'hui, quand on voit les volumes de bâtiments qu'il faut réhabiliter de surrécipientement en France, on n'a pas les entreprises. Donc, et aujourd'hui, sur certains secteurs de Marseille,
l'équilibre économique, si la puissance publique ne met pas l'argent, ça ne rien. J'entends dire, parce que là, vous savez qu'il y a l'OIN qui est appris sur le centre ancien de Marseille, quand parfois on annonce des deux techniques sans l'achat de l'actif pour réhabiliter, bon, ça marche juste pas. Deuxième sujet où je voulais réagir, c'est sur les îlots de chaleur. Aujourd'hui, si on densifie la ville, on sait gérer les îlots de chaleur, parce qu'on sait libérer les rez-de-chaussée. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le fait qu'on construise trop bas, ben on bourre. Vous pouvez avoir à Marseille, et moi j'ai ça en tête, j'y ai habité quelques années, c'est le parc Mozart Aix-en-Provence, qui est près de la chambre d'agriculture. C'est des bâtiments R+12, il y a des hectares de pelouse. Et c'est encore actuellement, en 2024, le lieu le plus dense de la ville d'Aix-en-Provence. Et il y a des hectares de pelouse, des fontaines, machin. Bon. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'on a accepté le R+12. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Marseille, ou accepter le R+12, il faut tout prendre à une carte et je ne suis pas sûr qu'on y arrive.